Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, enfin c'est pas un journal, sur le carnet de thèse, où l'on me parle de la thèse que je suis en train de rédiger en ce moment. Enfin non, je suis pas en train de la rédiger, je suis pas en train de la rédiger, je vais m'y mettre très prochainement grâce à ce dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire grâce à ce petit choc de lecture qui a été la pensée de Théodore Adorno, enfin choc de lecture, d'Anne Boissière. Alors, choc de lecture, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, il a permis, après un petit paquet de bons paquets de mois à errer de lecture en lecture, à essayer de trouver un angle d'attaque dans cette thèse, dans ce roman, pour essayer de sortir un petit peu quelque chose d'intéressant, pour que la recherche est quand même quelque chose de passionnant. Euh, Grâce à ce roman, j'ai pu, enfin, ce roman, cet essai d'Anne Boissière, j'ai pu trouver voilà, un angle d'attaque intéressant. Donc ça, je vous ai parlé de ça la dernière fois. Et là, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'aspect mythologique du roman. Donc on n'est plus directement dans la thèse en elle-même, puisque la thèse tourne autour des œuvres fictives et des œuvres réelles qui sont décrites dans le roman, notamment au travers de la pensée musicale de Théodore Adorno. Alors, pensée musicale, pas au sens musicologique, hein, je le rappelle, j'en avais parlé l'autre fois, mais vraiment au sens de pensée philosophique musicale. On est dans la philosophie musicale, donc ça, c'est un point important. Et je voulais revenir un petit peu sur la figure mythique d'Adrien Leverkun, enfin, sur les figures mythiques, en fait, pas spécialement d'Adrien Leverkun seulement, mais et pour remettre un petit peu en perspective le travail que j'ai fait dans mon mémoire de master, ce qui était que j'ai entamé, le mémoire de master, ça doit être septembre 2015. Enfin, j'avais pas mon sujet en septembre 2015. En septembre 2015, j'avais l'intention de travailler sur la musique dans la science-fiction, hein, rien à voir. Et je suis très content de ne pas avoir fait ça. Non pas parce que le sujet n'aurait pas été intéressant, mais parce que ça m'a ouvert un monde absolument passionnant, mais là n'est pas la question. Et donc en 2015, 2017, oui c'est 2017, c'est ça. Ouais, j'avais un doute en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus très sûr. Oui, parce que ça fait un an et demi que je suis en thèse, donc voilà. Peu importe. Donc je travaille depuis 2015, enfin on va dire début 2016, le temps de cerner un petit peu le sujet sur le roman de Thomas Mann, Dr Faustus. Et j'ai notamment travaillé sur l'archétype de l'artiste. Alors pas que, mon mémoire de master était en grande partie lié à la mythification du personnage d'Adrian Leverkun. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai fait le mémoire, mais maintenant j'ai compris des choses que je n'avais pas encore comprises, mais autour de mon sujet. Donc je ne vais pas le refaire évidemment, mais il y a des choses que je pourrais éventuellement un jour approfondir, si ça en vaut la peine finalement. Enfin, c'est pas sûr ça. Et, euh, et donc ce personnage est intéressant parce que il se place dans une réflexion de Thomas Mann en fait sur le mythe et sur deux directions, sur deux dynamiques euh, deux transformations du mythe. Il y a à la fois un passage de l'archétype. On a d'abord, on a le, comment dire, on a une sorte d'ascendant et descendant. On a le passage du personnage, des personnages réels qui existent, qui ont vécu, personnages historiques finalement. Nous sommes des personnages historiques, ce qu'on retient dans l'histoire. Bah, encore que là, il y a tout un flou aussi, une zone de flou où l'histoire, on construit aussi en quelque sorte du mythe, mais bon, c'est encore un autre problème, et c'est peut-être une autre échelle de mythe. Bon, voilà. Mais on a le personnage historique, et puis on a sa transformation en mythe, c'est-à-dire une sorte de généralisation, euh, pas du synthèse, je ne sais pas si c'est le mot synthèse, mais une sorte de généralisation en fait d'un type d'homme, d'un type de personnage. Comme on a alors là, quand on est sur le personnage, on est sur l'archétype, et puis on a la fabrication d'un mythe autour de ça, sur une histoire générale, ou une histoire qui acquiert une autre dimension dans l'esprit humain, on va dire.
et qui a valeur d'exemple, enfin, un peu plus que d'exemple d'ailleurs, qui a vraiment valeur de généralisation en fait. Le mythe, c'est une sorte d'abstraction d'une réalité, et puis à partir de laquelle on va créer d'autres, on va recréer d'autres réalités. Et pardon. Donc on a ce mouvement-là, donc de personnage, et c'est ce qui arrive à Adrian Leverkusen. Et dans ce mouvement, c'est-à-dire que c'est un personnage perçu, raconté comme réel par un narrateur qui raconte son histoire, un narrateur qui vit des événements qui ont lieu à l'époque de l'écriture du roman, c'est-à-dire que autant l'histoire d'Adrian Leverkusen est antérieure à la narration, ça se passe fin du 19e siècle, premier quart du 20e siècle, et l'histoire est racontée par Zed Blond plusieurs années après. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Excusez-moi, mon téléphone qui vient de biper. Super, un message de Range qui me souhaite de gagner des choses. Mais non, je ne veux rien gagner, moi, je m'en fiche. Va te faire shampouiner, comme dirait l'autre. Donc on a Adrian Leverkusen, voilà, qui est sa vie est racontée par Cyrus Seidenblum, qui, lui, raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, en même temps que Thomas Mann écrit le roman. Donc il y a quelque chose de très historique parce que ce que Thomas Mann raconte est très contemporain, il le vit lui en même temps. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, on a cette espèce de décrochage par rapport au personnage, et au fur et à mesure, il y a vraiment un mouvement où toute une dynamique où Adrian Leverkusen finalement s'efface en tant que personnage. Enfin, non, pas en tant que personnage, mais en tant qu'individu. Voilà, on est dans le roman, on est dans la fiction, mais il disparaît en tant qu'individu et il se transforme peu à peu. Il s'efface en fait dans son œuvre, une œuvre qu'il tente, qu'il espère, qu'il souhaite objective. C'est-à-dire une œuvre qui n'est pas forcément une expression de son individu en lui-même, de sa subjectivité finalement. Et donc c'est intéressant. Bon, là il y a des petites zones un peu qui sont intéressantes parce que c'est pas non plus si simple que ça. C'est pas une question de faire disparaître son l'individu ou le sujet à la faveur, on va dire, d'une pensée collective. Je mets avec des guillemets parce que ce terme-là, cette expression de pensée collective, est une expression très dangereuse et que moi je n'ai pas envie de m'amuser à explorer parce que des considérations psychologiques sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, et puis sûrement philosophiques aussi, donc là-dessus c'est pas un domaine que je maîtrise très bien, donc je vais pas m'engager là-dedans, mais voilà, c'est intéressant. Donc on a vraiment cet élan, ce passage, donc dans le mémoire, j'explique comment il passe de l'un à l'autre, enfin selon moi, comment s'opère donc à partir des archétypes, comment Thomas Mann dessine les archétypes de l'artiste, comment lui-même, Adrian Leverkusen finalement opère un certain glissement qui fait qu'il rentre dans ce moule, le moule des artistes qui sont, en proie à la souffrance, à la douleur, parce que c'est ce qui fait l'artiste, c'est ce qui fait que l'artiste peut faire une œuvre. Voilà, c'est la vie d'Adrian Leverkusen, c'est la vie de Nietzsche explicitement. Voilà, comment Thomas Mann s'est inspiré explicitement de la vie de Nietzsche pour écrire celle de Leverkusen. Et donc déjà à la base, le personnage en tant que personnage de roman se coule dans ce moule-là, mais il est quand même instancié, donc il y a quand même un individu nommé, situé historiquement. On sait quand Adrian Leverkusen, même si c'est une fiction, on sait quand est-ce qu'il a vécu, on sait à peu près quand est-ce qu'il est mort, on sait quand est-ce qu'il est mort, on sait on peut dater ses œuvres dans son histoire, on peut vraiment écrire sa biographie. C'est le cas, puisqu'on lit sa biographie. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que ça venait un petit peu en écho à la tétralogie que Thomas Mann avait écrite juste avant, qui était la tétralogie de Joseph et ses frères. Et qui était intéressante parce que là c'était un petit peu le contraire en fait. Thomas Mann prenait des histoires tirées de la Bible
et instancier tous ces personnages, c'est-à-dire des personnages mythiques. On va dire que les personnages de Joseph, ces personnages de Joseph, c'est forcément ses frères. Et ce sont vraiment des idées de personnages. Enfin, c'est des idées, ce sont des archétypes. Alors plus ou moins instanciées, mais suffisamment peu décrites et suffisamment peu individualisées pour que on reste quand même dans l'idée, dans une certaine forme d'abstraction finalement. On peut mettre n'importe quoi, c'est pas pour rien que la Bible est interprétable à ce point-là, quoi. Et ce qui est intéressant dans la dynamique de Thomas Mann, c'est d'en faire des personnages existants, c'est-à-dire de rentrer dans leur psychologie. Alors dès qu'on rentre dans la psychologie, ça y est, le mythe, il explose. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est en fait, il détruit le mythe en le transformant en roman. Donc là-dessus, on a des choses. Alors, je maîtrise assez mal ce sujet, parce que mon travail n'est pas littéraire, mais il est sur la musique. Mais c'est super intéressant, parce que, en fait, on arrive un petit peu aux réflexions d'Adorno et de Lukács sur... alors ça, je vais l'aborder, donc de toute façon, ça va être forcément... je vais en parler, je vais m'intéresser un peu au sujet, mais on arrive aux réflexions de Lukács ou d'Adorno sur la littérature et sur la fin du mythe, et sur le fait que le roman en lui-même signe la fin du mythe. Quand on arrive dans le roman, on signe l'arrêt de mort du mythe, donc c'est intéressant, parce que en fait, il y a une double lecture, c'est qu'il y a d'abord ce qu'en fait techniquement Thomas Mann de ses personnages, dont Joseph et ses frères, où vraiment il les instancie, il les individualise, il fait qu'on arrive à les comprendre, qu'on peut se rapprocher, qu'on peut s'identifier à eux. En tout cas, c'est pas le même genre d'identification. Alors, je sais pas si vraiment dans la question de l'archétype, on peut parler d'identification, mais s'il y a identification, c'est pas la même valeur d'identification. Et donc il y a ce mouvement-là, donc il en fait quelque chose. Et puis dans le fait même de faire une construction narrative par-dessus ces personnages, de penser roman et de les mettre en scène dans un roman, détruit de fait le mythe et fait exploser ce mythe. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, tout ça c'est à creuser, c'est pas forcément le centre de mon sujet, mais je trouvais ça intéressant parce que ça prolonge un petit peu ce que j'ai fait dans mon mémoire de master. Ça permet d'alimenter un petit peu aussi la réflexion autour, et je trouvais ça intéressant. Voilà, donc c'est à approfondir. Je pense que j'ai dû dire des conneries, et je vais en dire encore beaucoup, mais je trouvais ça, vraiment, c'est un aspect que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, on en est à 13 minutes, je pense que ça suffit largement pour cette fois. Là, mon timing étant un petit peu plus serré, il est possible que je ne fasse pas des vidéos toutes les semaines jusqu'à début juillet. Je pense qu'il y en aura au moins une. On verra en fait, je fais des plans sur la comète et j'en sais strictement rien. Voilà, parce que finalement, 13 minutes d'enregistrement, bon après je vous avoue que j'avais quand même... recommencer plusieurs fois, mais voilà, là n'est pas la question. Et ben je vous demande, si ça vous a plu, de partager, mais avant tout de vous abonner, de commenter, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à contredire. Je vous expliquerai pourquoi je pense que j'ai raison. Et puis voilà quoi. Et amusez-vous bien, et taisez bien si vous êtes taisard, et taisez pas si vous faites autre chose.